Nous sommes au début du mois d'avril 1876 dans les beaux quartiers parisiens, à 2 pas de l'Opéra Garnier récemment sorti de terre et des grands boulevards haussmanniens à la mode. Le curieux ou l'amateur peut pousser la porte du 11 rue Lepelletier pour s'engouffrer dans la galerie de Paul Durand-Ruel, marchand d'art parmi les plus importants de l'époque. Il loue son espace à un groupe d'artistes que la critique nomme parfois les révoltés ou les intransigeants, mais pour lequel un autre qualificatif commence à être plus largement usité, les impressionnistes. Ils et elles sont 19 à exposer ici quelques 250 aquarelles, gravures, dessins et peintures à l'huile. Proprement alignés sur les murs dans un agencement aéré, les tableaux peuvent revêtir des styles assez différents, mais on retrouve souvent les caractéristiques de ce que d'aucuns qualifient alors de nouvelles peintures. Les sujets représentés semblent anodins, des scènes de café, de déjeuner bourgeois, de simples et coquets paysages, d'où émane une sorte d'incertitude du trait. En consultant le catalogue, le visiteur peut lire les noms de Monet, Pissarro, Morisot, Sisley, Degas ou Renoir, des artistes aujourd'hui extrêmement célèbres, mais qui sont à l'époque peu connus et beaucoup raillés. Avec d'autres, ces trentenaires en ont eu assez d'essuyer régulièrement les refus du jury de ce qu'on nomme alors le Salon, exposition annuelle et très officielle, chapeautée par l'Académie des Beaux-Arts, qui fait et défait les goûts et les gloires. Fatigués d'un monde artistique sclérosé, où les propositions novatrices sont souvent accueillies par le mépris, ils ont décidé, il y a 2 ans, de s'organiser en société coopérative pour présenter eux-mêmes leur travail hors des circuits habituels. La première exposition de 1874 ne fut pas vraiment un succès, mais pas un cuisant échec non plus. Et ils ont décidé de réitérer l'expérience en ce printemps 1876. Certains des participants de la première exposition ne sont plus là. D'autres se sont joints. Un de ces nouveaux venus, par exemple, propose 8 tableaux, dont un en particulier décliné en 2 versions, d'étonne par son sujet. Il représente 3 hommes torse nus, à genoux sur le sol d'un appartement cossu, tout affairés à raboter le parquet. La perspective créée par les lattes de bois est aussi précise que déroutante et participe à construire un espace singulier, baigné dans un contre-jour duquel se détache la dentelle des copeaux et les muscles des ouvriers. Le genre d'image que jamais on ne voit en peinture à cette époque où les thèmes historiques et mythologiques incarnent le sommet de la hiérarchie des genres picturaux. Quelques paysans à l'ouvrage dans les champs passent encore pour le côté pittoresque, mais cette vision de prolétaire semi-nu, agenouillé, va être perçue par beaucoup comme d'une effrayante vulgarité. Pourtant, ce réalisme esthétisé va aussi toucher certains regards et esprits, et c'est désormais ce tableau, le bien nommé « Les raboteurs de parquet », qui passe pour le plus célèbre chef-d'œuvre d'un artiste longtemps oublié, Gustave Caillebotte, un peintre dont le talent fut souvent déconsidéré derrière son rôle de mécène, mais qui a largement fait vivre l'art audacieux de son temps, que ce soit avec ses pinceaux ou avec son argent. Gustave Caillebotte, né en 1848 à Paris, au sein d'une famille aisée de la bourgeoisie d'affaires. Il grandit dans un luxe serein qui, de l'hôtel particulier de la rue de Miromesnil à la vaste propriété de campagne sur les bords de la rivière Yère, au sud de la capitale, lui offre un environnement confortable et ouvert d'esprit, mais sans frivolité. Le jeune Gustave est bien vite plus passionné par les matières littéraires et artistiques que les disciplines scientifiques au lycée, et si le riche père ne voit pas d'inconvénient à ce que son fils tâte les toiles et les pinceaux, le fils doit, en bon bourgeois d'abord, faire son droit, ce qu'il fait. Gustave est licencié en 1870 quand éclate la guerre contre la Prusse, qui le mène au sein de la garde nationale pour la défense de la capitale. Une fois démobilisé, alors que Paris se remet doucement, il s'inscrit dans l'atelier du peintre Léon Bonnat, portraitiste fort couru à l'époque, et voyage aussi en Italie où il produit parmi ses premiers tableaux des vues de campagne dans les environs de Naples, en bénéficiant probablement des conseils du peintre Giuseppe De Nittis, à qui il a rendu visite. À Paris, auprès du respecté professeur Bonnat, Caillebotte se perfectionne aux techniques des plus traditionnelles, puis intègre la prestigieuse école des Beaux-Arts en 1873. Mais il ne suivra pas les cours très longtemps et va vite s'émanciper de l'académisme qui y règne en maître. D'autant plus qu'en héritant d'une fortune colossale à la mort de son père en 1874, faire apprécier son travail pour vendre des toiles
ne sera jamais une nécessité. C'est d'ailleurs un échec qui inaugure sa carrière. En 1875, il candidate au salon officiel avec son tableau représentant des raboteurs de parquet. Le jury est catégorique, c'est un refus. Le salon ne veut pas de lui. Alors, Gustave se tourne vers un groupe d'artistes tout occupés à se libérer des cadres et contraintes du temps. On ne sait pas trop comment il a rencontré ceux qui deviendront les impressionnistes, mais il semble qu'il ait déjà un peu côtoyé Edgar Degas. Il aurait même été question qu'il participe à la première exposition du groupe au printemps 1874, mais l'affaire n'est pas allée au bout, lui donnant tout de même l'occasion de rencontrer Cézanne, Sisley, Pissarro, Morisot ou encore Renoir et Monet, qui deviennent de proches amis. Les impressionnistes et leurs nouvelles peintures ont suscité, si ce n'est le scandale, de généreuses moqueries après leur première exposition dans les locaux du photographe Nadar, boulevard des Capucines. Un an plus tard, en mars 1875, c'est lors d'une vente publique collective à l'hôtel Drouot, sous les auspices du marchand Durand-Ruel, l'un des principaux défenseurs de leur cause, que les impressionnistes font jaser. Face aux cris d'orfraie d'une partie du public et aux chahuts qui en découlent, le commissaire-priseur doit carrément en appeler à la force publique pour ramener le calme. Gustave Caillebotte est présent dans la salle. Et pendant que les bons bourgeois réfractaires s'insurgent des peintures qu'ils estiment être exécutées à la truelle, lui achète quelques toiles, son premier Monet notamment, pour inaugurer ce qui deviendra une bien belle collection. Mais le riche Gustave Caillebotte ne fait pas qu'acheter, il peint aussi. C'est notamment dans la propriété familiale d'Hyères qu'il aiguise son sens de l'observation et d'une perspective toute personnelle, se servant des murs et sillons du jardin potager pour créer des profondeurs originales dans ses représentations. Lui qui aime aussi tranquillement naviguer sur la rivière, il peint ses camarades canoteurs, pagaie en main, fendant une eau dont il traduit avec un talent étrange la matérialité des flots qui se heurtent aux embarcations. Et quand les impressionnistes décident de monter une deuxième exposition indépendante, Caillebotte, cette fois-ci, en est. C'est donc dans la galerie du marchand Durand-Ruel, comme je vous le racontais, que Gustave Caillebotte expose ses premières toiles, dont celle désormais très connue des raboteurs de parquet. Il y a aussi celle représentant un homme à la fenêtre à contre-jour, dans un cadre audacieux. Il y a également cette scène de déjeuner, celui de sa propre famille dans son intérieur bourgeois, où le jeu d'une perspective irréelle crée une ambiance presque inquiétante, dans laquelle les personnages, pourtant proches, semblent être chacun dans leur propre espace et leur propre monde. Les cadrages surprenants et l'élargissement des lignes de fuite suscitent quelque chose d'énigmatique, une espèce de mélancolie qui fait la singularité des tableaux de Caillebotte par rapport à ses comparses. Tous les membres du groupe n'ont de toute façon pas la même manière de peindre, évidemment. Ils se retrouvent dans leur liberté de tenter des choses nouvelles et de ne pas subordonner la peinture au seul sujet, mais au souhait de retranscrire des ambiances et des sensations visuelles. Désormais, Caillebotte compte au sein de cette nouvelle mouvance et va largement œuvrer à son développement. Pour découvrir l'histoire de Caillebotte, je vous invite à écouter le podcast Au cœur de l'histoire. Et pour en savoir plus sur l'histoire, je vous donne rendez-vous tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1.